allons commémorer ces jours-ci, chers téléspectateurs, le 60e anniversaire de l'intervention chinoise au Tibet qui a abouti à la fuite vers l'Inde du Dalai Lama. C'est une question qui est demeurée récurrente dans l'actualité depuis donc plusieurs décennies maintenant. On l'a vu se réveiller à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin en 2008, mais il est intéressant de s'inscrire encore une fois dans la longue durée pour mieux analyser les rapports entre l'Empire du Milieu et ces régions périphériques qui se trouvent à l'ouest de la Chine. Alors le Tibet, de quoi s'agit-il ? Le Burutabet, selon la chronique de l'Empire mongol écrite par l'historien arabe Rachid al-Din. Le Tubat, pour les Chinois, c'est sous ce terme que le pays apparaît dans la nouvelle histoire des Tang qui date du XIe siècle. Un pays appelé aussi par les Chinois Gangjiang, le pays de la neige, appelé aussi Xizang, le pays caché dans l'ouest. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, si l'on reprend une expression formulée par le célèbre explorateur suédois Sven Hedin, eh bien, nous avons là un pays né de la convulsion géologique la plus prodigieuse de l'histoire de la planète. En effet, le Tibet, c'est un immense plateau qui s'étend à plus de 4500 mètres d'altitude, entouré de barrières montagneuses qui correspondent aux chaînes les plus hautes du monde. Et puis, il faut rappeler aussi que le Tibet géographique et ethnique, il est plus important en extension que la région autonome du Tibet, telle que l'ont définie les Chinois tout récemment. Si l'on prend l'ensemble de l'espace tibétain, c'est 3,5 millions de kilomètres carrés qu'il faut prendre en compte. Alors, ce pays, il fut, dans un passé lointain, au cours de notre Moyen-Âge, il fut une grande puissance pendant quelque temps en Asie centrale, puis il s'est transformé ensuite en État théocratique, ce qu'il est demeuré jusqu'à ce que s'impose la mainmise chinoise, donc il y a un peu plus d'un demi-siècle. Un pays certes isolé, mais qui a exercé une forte influence sur les steppes se trouvant plus au nord, puisque les Mongols, par exemple, se sont référés sur le plan religieux au bouddhisme lamaïque. Alors, à quoi ressemble ce pays ? D'abord, au sud, la chaîne himalayenne, avec ses sommets à plus de 8000 mètres. Au sud-ouest et à l'ouest, les chaînes du Karakoram et du Pamir, qui sont presque aussi élevées, à plus de 7000 mètres d'altitude. Au nord, les monts Kwenlun et l'Altintai, qui séparent le plateau tibétain de la dépression du Tarim, où s'étend le désert du Taklamakan, ce qui correspond à l'actuelle région chinoise du Xinjiang. Au nord-est, les monts Nanshan, qui touchent au Gansu chinois. Ces monts Nanshan que les Européens appelaient les monts Richthofen, du nom d'un explorateur allemand qui les avait reconnus. Vers l'est, les frontières sont plus floues à déterminer avec les provinces chinoises du Qinghai, du Sichuan et du Yunnan. Et puis au sud, il y a la vallée du Tsangpo, qui correspond à un vaste sillon tectonique orienté d'ouest en est, dans lequel s'écoule justement ce grand fleuve qui va se transformer en Inde pour prendre le nom de Brahmapoutre et pour rejoindre le delta du Gange. Au nord-est du pays, le Tsaïdam, région isolée, répulsive, à l'est de laquelle se trouvent les sources du fleuve jaune, du Huanghe, qui va s'orienter ensuite vers la Chine. Mais il faut dire aussi que le Tibet est un véritable château d'eau, puisque c'est là que l'on va trouver, dans ces régions orientales du pays, les sources du Yangtze-Kiang, qui va se diriger vers le Sichuan, et puis les cours supérieures également du Mekong et de la Salween. Alors, ce Tibet, c'est donc un très vaste ensemble. Si l'on considère maintenant ce qu'on appelle le Haut-Tibet, c'est un immense plateau de 800 000 km² qui va des monts Kwenlun à la chaîne himalayenne, avec donc une altitude moyenne qui est supérieure à 5000 mètres, jamais inférieure à 4000 mètres. C'est une région désertique, hostile,
avec des amplitudes thermiques annuelles, des écarts thermiques quotidiens tout à fait extrêmes, une très grande sécheresse, très peu de précipitations annuelles. C'est un pays pratiquement vide car beaucoup trop hostile à l'occupation humaine. C'est dans le Tibet méridional, à hauteur de vallée du Tsangpo, que l'on va trouver le Tibet utile, qui bénéficie des effets de la mousson indienne, donc avec des précipitations plus importantes. Mais là, nous sommes encore à des altitudes considérables. Lhasa se trouve à 3630 mètres d'altitude, mais c'est une région quand même un peu plus favorable, où l'agriculture est possible, où une civilisation a pu se constituer, où un pouvoir central, même suffisamment fort, a pu s'établir. Il n'empêche que cette région est une région extrêmement isolée. Elle est pendant longtemps restée ce que l'on appelait le Tibet interdit, un pays interdit. Resté pendant longtemps ce que l'on appelait le toit du monde. Et puis, fin 19e siècle, eh bien, cette région est devenue un enjeu politique majeur. Ce n'était pas absolument nouveau d'ailleurs. Déjà, l'Empire chinois avait depuis longtemps cherché à s'y imposer. Ce fut le cas aussi de manière plus éphémère pour l'Empire mongol au XIIIe siècle. Et puis ensuite, au XIXe siècle, eh bien, l'Empire russe, l'Empire des tsars d'un côté, l'Empire britannique de l'autre, installé en Inde, évidemment, se sont livrés là l'un des épisodes du grand jeu, cher à Rudyard Kipling, le grand jeu engagé par les deux superpuissances pour le contrôle de l'Eurasie. Alors, cette région du Tibet, quelles ont été les grandes étapes de son histoire? Une préhistoire récente, seulement, quelques traces du Paléolithique supérieur, quelques traces mégalithiques, quelques sites néolithiques. En fait, le Tibet va entrer dans l'histoire assez tardivement, avec l'introduction de l'écriture vers le 7e siècle après Jésus-Christ, l'introduction également du bouddhisme en provenance de l'Inde. Et très vite, cette région va devenir le centre d'une véritable puissance, puisque les Tibétains vont partir à la conquête des régions périphériques. On va les voir s'emparer du nord du Yunnan chinois, on va les voir menacer la Birmanie et le Népal, et on va les voir, même dans l'Antiquité, menacer la route de la soie établie entre la Chine et la Méditerranée. Alors, cela va susciter des réactions. L'Empire chinois des Tang va venir mettre de l'ordre dans tout cela, mais il n'empêche qu'au cours du 8e siècle, eh bien, le Tibet a atteint l'apogée de sa puissance, avant de connaître un déclin inévitable, car les ressources humaines sont évidemment, du fait du caractère hostile de la région, évidemment très limitées. Un point intéressant, un tournant intéressant, à partir du 10e, 11e siècle, eh bien, une renaissance bouddhiste extrêmement forte va toucher le pays. Ça va contribuer à un développement spectaculaire de la vie monastique, et les monastères vont devenir alors de véritables lieux de pouvoir. Le pays va connaître la pression mongole au XIIIe siècle. Au XVe siècle, il va connaître une suzeraineté, mais assez lointaine, de la Chine des Ming, qui va rester en grande partie formelle. Et puis, à ce moment-là, Lhasa est devenue la capitale religieuse incontestée du pays. Et en 1642, on voit mettre en place le premier Dalai Lama, chef religieux du Tibet. Quelque temps après, 2 ans après cette date de 1642, en 1644, une nouvelle dynastie s'installe en Chine, la dynastie mandchoue, qui va durer, on le sait, jusqu'en 1911, jusqu'à la révolution républicaine de 1911. Alors avec ces Mandchous, le Tibet va entretenir des relations de dépendance. Le Dalai Lama va même se rendre en visite à Pékin en 1653 pour admettre un protectorat qui reste encore très formel,
informel, mais qui n'en est pas moins, qui n'en existe pas moins vis-à-vis de la Chine mandchoue. C'est l'époque aussi qui voit l'échec des missions chrétiennes qui avaient été engagées par les Portugais pour aller évangéliser ces régions hostiles de la Haute-Asie. Et puis, les Mandchous cherchent à imposer leur autorité. Une garnison mandchoue s'installe à Lhasa en 1720, mais c'est une autorité qui reste en grande partie lointaine. Cela dit, la Chine profite de cette situation pour annexer une bonne partie du Tibet historique, c'est-à-dire toutes les régions orientales de ce qu'avait été le Grand Tibet, ce qu'on appelle aujourd'hui les régions de l'Amdo, qui vont devenir le Qinghai chinois à partir de 1724. D'autres régions, notamment le territoire de Kham, vont être également annexées par la Chine, qui va envoyer à diverses reprises des troupes jusqu'à Lhasa. C'est vrai notamment en 1751. Mais les Tibétains vont trouver un autre partenaire en prenant contact avec la Compagnie anglaise des Indes à peu près à la même époque, au XVIIIe siècle. Les Anglais voient tout l'intérêt qu'il y aurait à contrôler cette région, ou tout du moins à y développer des activités, des échanges, ce qui ne fait pas plaisir, on s'en doute, aux Chinois, qui vont intervenir de nouveau au Tibet, en tirant prétexte des luttes qui opposent d'ailleurs Tibétains et Népalais. Et en tout cas, en 1793, un règlement des 29 articles rétablit ou confirme le protectorat chinois sur la région. Alors la Chine est évidemment la grande puissance extérieure avec laquelle il faut compter, mais la Chine va entrer à partir du XIXe siècle dans la période catastrophique que l'on sait, symbolisée au départ par la fameuse guerre de l'opium que lui imposent les Anglais en 1842. La Chine entre dans une période d'éclipse, d'affaiblissement, de décadence qui va durer, on le sait, pratiquement jusqu'à la fin du XXe siècle, avant que n'intervienne le réveil spectaculaire que l'on sait. En attendant, le Tibet continue à se fermer vis-à-vis de l'extérieur. On sait comment, en 1846, les pères Huc et Gabet, deux frères lazaristes qui ont visité la Chine, vont jusqu'au Tibet. Ils se font expulser à l'époque de la région. La fin du XIXe siècle, les choses changent quelque peu. Entre 1870 et 1901, 18 expéditions, essentiellement anglaises et russes, vont se diriger vers le Tibet. Et Londres et Pékin, à la faveur d'accords relatifs aux frontières de l'Inde, aux frontières notamment du Sikkim, vont en quelque sorte établir le fait que le Tibet est sous suzeraineté chinoise. Les Chinois d'ailleurs invoqueront ces accords pour mettre en avant le fait que cette suzeraineté a été reconnue par les puissances. Mais il faut compter aussi avec les Russes. En 1901, un agent russe est à Lhasa, et en 1903, un traité est signé entre Russes et Tibétains, ce à quoi l'Angleterre riposte en envoyant une expédition jusqu'à Lhasa, ce qui va amener à la confirmation de la suzeraineté chinoise. Les Anglais, en fait, préfèrent une suzeraineté chinoise lointaine sur le Tibet plutôt qu'une mainmise russe beaucoup plus directe. Alors, après cet échec relatif des Russes, le traité anglo-russe de 1907, qui concerne l'ensemble des relations entre les deux pays en Asie, va venir confirmer cette situation, reconnaître de nouveau la suzeraineté chinoise sur le Tibet. Des Chinois qui vont même intervenir à Lhasa en 1910, et déjà à cette époque, le Dalai Lama va s'enfuir en Inde pour se réfugier à Darjeeling. Mais dès 1912, une insurrection anti-chinoise éclate à Lhasa, et l'année suivante, le Dalai Lama peut rentrer dans sa capitale. Nous sommes de plus à ce moment-là dans le contexte de la révolution qui a éclaté en Chine, qui va aboutir à la fin de la dynastie mandchoue. La République va être proclamée en
1912. À la faveur de ces événements, le Dalai Lama proclame l'indépendance du pays. Et en juillet 1914, eh bien, Chinois et Anglais vont s'entendre de nouveau par la convention de Simla, qui reconnaît encore, même si cela est devenu très formel, un protectorat sur le Tibet aux autorités de Pékin. En fait, les Anglais reviennent à Lhasa, notamment au début des années 1920. C'est l'époque, pour la petite histoire, en 1924, où Alexandra David-Néel réalise son fameux voyage d'une Parisienne à Lhasa. Mais du côté chinois, on ne s'avoue pas battu pour autant. La Chine connaît toutes les difficultés que l'on sait, mais le pouvoir nationaliste chinois, dans les années 30, le pouvoir de Chiang Kai-shek, entend maintenir son autorité et sa tutelle sur le chinois, sur le Tibet, pardon, et en faire admettre le principe. Tout change évidemment en 1949, quand la guerre civile chinoise se termine par la victoire de Mao, la victoire des communistes. Le nouveau pouvoir, qui certes est porteur d'une révolution communiste, socialiste, bien sûr, s'appuyant sur des paysans avides de partage des terres, le nouveau pouvoir se veut également extrêmement nationaliste, en réaction au sort qu'a subi la Chine depuis pratiquement un siècle, au cours duquel elle a été le jouet des puissances. Et dès octobre 50, 40 000 Chinois envahissent le Tibet pour aller y manifester la volonté du nouveau régime chinois de s'y imposer. L'Organisation des Nations Unies n'est guère en mesure d'intervenir en quoi que ce soit, puisque nous sommes à l'époque au début de la guerre de Corée. L'ONU a d'autres perspectives, d'autant qu'on connaît la crise qui s'y est déroulée avec le fait d'avoir accepté la Chine nationaliste comme membre permanent du Conseil de sécurité, ce qui avait entraîné le départ des Soviétiques. Donc, dans cette affaire, le Tibet apparaît comme un enjeu tout à fait secondaire. De plus, Chiang Kai-shek, le leader de la Chine nationaliste, lui entend toujours que celle-ci bénéficie de l'autorité sur cette région. Finalement, en mai 51, Zhou Enlai, le chef de la diplomatie de la République populaire de Chine, va conclure un accord avec les autorités tibétaines, un accord en 17 points qui reconnaît que le Tibet fait partie intégrante de la République populaire de Chine. Un accord reconnu en 1954 par l'Inde, par New Delhi, et reconnu en 1956 par le Népal. Alors cette situation nouvelle ne va pas arranger les affaires des Tibétains qui, dans le contexte de la prise de contrôle par la Chine communiste, vont être soumis, entre autres, au travail forcé. Même si le Dalai Lama se rend à Pékin en 1954 parce qu'on l'invite à venir discuter de la constitution du nouveau pays, de la République populaire de Chine, tout cela ne peut satisfaire les populations. Et en 1955-56, une insurrection générale éclate au Tibet oriental, insurrection soutenue d'ailleurs par la CIA américaine. En réaction, la Chine considère que le foyer de la résistance, c'est le bouddhisme tibétain. On va bombarder les monastères, on va s'en prendre au bouddhisme, on va faire valoir que le quart de la population masculine du Tibet, ce sont des moines, que tout cela correspond à une époque complètement révolue, qu'il faut en finir avec ces vestiges de théocratie. Et dans le contexte du grand bond en avant lancé en 1958, évidemment, le Tibet ne va pas être épargné. Au point qu'en mars 1959, le Dalai Lama va dénoncer l'accord conclu avec la Chine. La population de Lhasa va se soulever et le chef religieux va s'enfuir à ce moment-là en Inde. Résultat, le 28 mars 1959, la dissolution par le Conseil d'État de la République populaire de Chine du gouvernement
dit local du Tibet. Les Chinois, pour se doter d'une légitimité minimale, vont pousser en avant le Panchen Lama, qui avait jusque-là des fonctions seulement politiques et non religieuses. Alors le Dalai Lama, lui, se réfugie en Inde, dénonce l'accord en 17 points de 1950, qui a été, selon lui, arraché sous la contrainte. L'Inde qui reste neutre, ce qui va décevoir quelque peu les Tibétains, comme en plus en 62 la guerre sino-indienne tourne totalement à l'avantage de la Chine. Il y a guère d'espoir à attendre de ce côté-là. Du côté tibétain, le Panchen Lama, qui avait été l'homme des Chinois, est lui-même emprisonné. Puis les Chinois vont créer la région autonome du Tibet en 1965. Les condamnations de l'ONU n'y font rien. Et les choses s'aggravent avec la révolution culturelle qui commence en 1966 et qui voit le saccage de nombreux monastères. Seuls 10 lieux de culte seront épargnés sur 6000. Le bilan est assez terrifiant. Entre 1951 à 1983, d'après des chiffres fournis par les autorités tibétaines en exil, c'est plusieurs centaines de milliers de victimes qui sont dues à l'occupation chinoise. 1 habitant sur 5 du Grand Tibet ethnique, ce qui fait que la Chine, dans cette affaire, s'est comportée d'une manière aussi redoutable que les Khmers rouges au Cambodge. Dernier espoir, le soutien éventuel du monde libre, entre guillemets, des USA. Or, en 1971-72, le rapprochement sino-américain, évidemment, laisse les mains libres à la Chine. La disparition de Mao en 1976 ouvre la voie à la succession Cloncé après l'épisode de la bande des 4. Deng Xiaoping arrive au pouvoir et renverse complètement la tendance en ce qui concerne l'organisation de la Chine populaire, on le sait. Cette période va correspondre à une relative libéralisation sur le plan culturel, sur le plan de l'autorisation de la langue. Tout cela pour donner l'illusion d'une certaine autonomie réelle du Tibet. Mais comme dans le même temps, un afflux de colons chinois massif est organisé, c'est un véritable grand remplacement qui a lieu, puisqu'aujourd'hui on estime à 8 millions environ le nombre des Chinois Han dans le pays, alors que les autochtones ne sont que de 5 à 6 millions. Alors le Dalai Lama a beau être reçu au Congrès américain, être reçu au Parlement de Strasbourg, recevoir en 89 le prix Nobel de la paix. Le Congrès américain définit le Tibet comme un pays occupé, le Dalai Lama comme le seul représentant du peuple tibétain en 1991. Mais tout cela n'y fait rien. La mainmise de Pékin est maintenant solidement établie et les manifestations qui ont lieu en 2008 à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin, évidemment, n'y changent rien. Cela dit, l'autonomisme persiste, mais sans grande perspective de pouvoir aboutir un jour à une éventuelle indépendance du Tibet. La construction de la voie ferrée Pékin-Lhasa contribue en revanche, au contraire, à intégrer encore davantage cette région à la superpuissance chinoise qui s'est constituée depuis maintenant une quarantaine d'années. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Roger Vétillard, auteur de 2 ouvrages consacrés à la guerre d'Algérie, Français d'Algérie et Algériens avant 1962, témoignages croisés, aux éditions Hémisphère. Et puis ensuite, la dimension religieuse de la guerre d'Algérie, 1954-1962, aux éditions Atlantis. Ah, aux éditions Atlantis. Alors, deux sujets tout à fait intéressant par les temps qui courent. On sait ce qu'est aujourd'hui l'actualité algérienne avec les incertitudes liées à la succession du président Bouteflika. On sait aussi à quel point la question de la guerre d'Algérie demeure présente dans les mémoires et demeure un objet de dispute et de division. Et Roger Vétillard a réalisé un travail tout à fait considérable sur cette question.
Il a notamment publié une étude consacrée à l'affaire de Sétif en 1945, au massacre du Constantinois de 1955. Il a également publié une histoire personnelle de la guerre d'Algérie. Et il nous propose là deux ouvrages particulièrement intéressants, je dirais, qui appuient là où ça fait mal. Premier de ces ouvrages, Français d'Algérie et Algériens avant 1962. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de nous montrer à travers une multitude de témoignages ce qu'était le vivre ensemble, puisque l'expression est à la mode, dans l'Algérie française, et apparemment les choses ne se passaient pas aussi mal que cela. Je crois que c'est cela l'esprit général de votre démarche, mais surtout vous avez pu mettre tout cela en œuvre grâce à un travail particulier en termes de recherche et de réunion de témoignages. Tout à fait. Je crois que c'était un travail que je voulais faire depuis longtemps, mais je ne savais pas comment l'aborder. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir accéder à deux types de témoignages. D'une part, trois. D'une part, le Centre de documentation pour l'histoire d'Algérie a recueilli des milliers de témoignages de Français d'Algérie, de militaires qui ont séjourné en Algérie pendant assez longtemps, de coopérants, etc. Il y a eu un appel à témoins qui a été lancé dans ce sens. Mais ça fait quelques années déjà. Oui. Et quand j'ai su ça, le problème, ça a été de dépouiller ces milliers de témoignages. Bien sûr. Et souvent, il y a des redites, etc. J'ai été aidé en cela par Nicole Lanzini, qui est une documentaliste là-bas, dans ce centre, qui était, puisqu'elle a pris sa retraite. Et voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai fait appel pour avoir des témoignages algériens, à des connaissances, à des contacts que j'ai pu avoir depuis, d'abord, quand je vivais en Algérie, avant 62, et puis d'autres contacts que j'ai pu avoir depuis que j'écris des livres sur cette période. Et donc là, j'ai sélectionné en quelque sorte une centaine de témoignages de Français d'Algérie ou équivalents, et une soixantaine de témoignages algériens. Alors, il est certain qu'il y a, comment dirais-je, il y a un biais dans ces témoignages, parce que, d'une part, notamment le témoignage des Algériens, ce sont des témoignages de gens qui ont gardé des contacts avec la France, avec les Français, donc qui sont plutôt francophiles. Et évidemment, donc, je n'ai pas pu les jeunes, je n'ai pas pu avoir beaucoup de jeunes pour parler maintenant, mais enfin, il y en a quelques-uns indirects. Pour des raisons générationnelles, ils n'ont pas connu la période concernée. Je cite deux témoignages de jeunes qui, finalement, au contact des pieds noirs, qui sont revenus en Algérie, se sont posés des questions, les ont posées à leurs parents et ont été surpris à un témoignage remarquable. Je ne donne pas les noms parce que je n'ai pas voulu non plus, en accord avec eux, ne pas avoir créé d'éventuels ennuis sur place. Exposés éventuellement, je ne sais pas s'ils auraient été exposés, mais enfin, il y a en particulier un témoignage bouleversant, d'un jeune qui travaillait dans une société où un ancien Français d'Algérie travaillait aussi, mais en France, et il est allé en visite là-bas. Il a demandé de retourner dans la banlieue d'Alger, à l'endroit où il habitait. Et ce qui est remarquable, c'est que les gens, connaissant cette personne, l'ont invité immédiatement, comme ça, chez eux, en compagnie de ce jeune. Et puis ça a duré beaucoup plus longtemps. Il était en retard et il disait que quand nous sommes revenus assez tard pour aller à l'hôtel, le chauffeur, puisqu'en Algérie, les étrangers ne peuvent pas conduire, le chauffeur, le jeune là, qui était là, qui avait une trentaine d'années, ne parlait pas alors qu'il était très volubile avant, donc il lui pose la question à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis resté trop longtemps. Et puis à ce moment-là, il retourne et il voit des larmes sur le visage de ce jeune qui dit, mais on ne m'a jamais parlé que les Pénois avaient laissé un bon souvenir à mes parents.
Hein. Donc il y a cet élément-là qui montre quand même qu'il y a des choses qu'on ignore. Les choses ne correspondent pas aux caricatures qu'on a voulu établir par la suite. Parce que qu'en était-il justement de ce vivre ensemble au sein de l'Algérie française? Parce que beaucoup de gens, évidemment, refusent de croire qu'il y ait pu exister des relations de proximité, de sympathie même, entre la population de souche européenne et la population autochtone. On est dans un clivage entre dominant-dominé, avec toute une histoire coloniale perçue comme une tâche indélébile sur l'histoire de France. La réalité était effectivement ce que montre votre livre, un petit peu différente. On peut dire même que... Je donne l'exemple de la ville où j'ai vécu, où je suis né, à Sétif. Et il y a 3 exemples que j'ai cités de maisons, d'immeubles, ce pas des immeubles, mais enfin, ce sont de grandes maisons comme on les faisait un petit peu en Algérie à cette époque, c'est-à-dire avec une grande cour intérieure et des appartements tout autour, sur 1 ou 2 étages, etc. Et donc on voit, je donne 3 exemples, un exemple qui est un exemple familial, où ma grand-mère a vécu, et il y a dans cet immeuble que j'appelle la maison Braguera, comme ça qu'elle était appelée, parce que le propriétaire, c'était des Espagnols d'origine, enfin des Français d'origine espagnole. Et là, dans cette maison, il y avait des Européens, comme on disait pas, les pieds noirs n'existaient pas à l'époque, des Européens, des Français, mais il y avait aussi un Arménien qui avait fui un petit peu le massacre arménien. Il y avait des Juifs, et des Juifs autochtones, indigènes, et il y avait des musulmans. Et tout ça vivait dans un excellent climat. Une excellente atmosphère. Oui. À tel point qu'un descendant d'un de ces... des Européens est un jour retourné dans cette maison dans les années 90, donc c'était 30 ans après l'indépendance. Et quand les gens ont su, parce qu'il restait des gens qui étaient là, il a été accueilli d'une façon extraordinaire, comme quelqu'un de la maison, avec des invitations pour que les ancêtres viennent aussi, etc. Enfin, donc il y a cet exemple qui montre. Il y a aussi un autre exemple qui est cité par une ethnologue israélite, juive, Joël Baloul, qui raconte une histoire un petit peu identique dans une maison qui était à quelques centaines de mètres de celle-ci, en plein centre de Sétif. Et donc elle raconte ça dans le cadre d'une enquête ethnologique. Enfin, donc c'est une thèse d'ethnologie que j'ai pu retrouver. Et puis il y a un Algérien, un Kabyle, dont le père était caïd. Donc c'était une fonction tout à fait officielle en Algérie. Et il vivait dans une autre maison du même type, où il y avait beaucoup, enfin il dit un peu plus pauvre quand même, où il y avait une dizaine d'appartements, de maisons. Des fois l'appartement se résumait à 2 pièces. Et cours en terre battue alors que les autres n'étaient pas en terre battue, etc. Donc il raconte tout ça dans un livre, c'est Bachir Ardiadj, qui vit maintenant d'ailleurs à Paris. Et dans ce livre qu'il m'a envoyé, et il raconte que finalement, par exemple, pour mai 45, dont on parlait tout à l'heure, eh bien... le fameux massacre de Sétif. Voilà, les Européens ont été accueillis dans cette maison pour échapper au massacre par les musulmans. En fait. Voilà, donc il y a et c'était dans les années 30-45. Et bon, et puis quand on lit par exemple le principal historien algérien qui est Mohamed Arbi, il dit en Algérie il n'y avait pas d'apartheid, comme certains on peut le dire. Bien sûr. Pas de séparation dans les bus, dans les transports en commun, dans les trains, etc. Tout le monde se rencontrait. Et il y avait les sports, où tout le monde faisait du sport ensemble. Il y avait aussi l'école. Voilà, vous accordez une place importante au témoignage relatif à l'école à l'époque.
C'est ça. Hein. Donc, on a pu retrouver chez des anciens enseignants, enfin, j'ai pu retrouver des lettres de leurs anciens élèves, hein, des fois 20, 30, 40 ans après 1962, où ce sont de véritables déclarations d'amour, hein, que je cite, enfin, qui sont extraordinaires. Même, enfin, on se demande s'ils le sentent bien, ça, enfin, parce que ça me paraît absolument pas réaliste. Puis je cite aussi un exemple dans le sens inverse. Il y a quelques années, j'ai organisé un colloque sur effectivement donc la mémoire de la guerre d'Algérie. Et c'était dans la région de Toulouse. Et là, il y a un vieux monsieur qui est venu me voir avec son fils, un monsieur, j'ai appris qu'il avait à ce moment-là 85 ans, et qui me dit qu'il habitait Montauban, donc pas très loin. J'étais avec son fils, et son fils me dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mon père a appris la mort d'un de ses amis arabes, comme il me dit, de Ablida, et il a pleuré pendant 2 jours parce qu'il n'a pas pu avoir, il faut 8 à 10 jours pour avoir un visa, il n'a pas pu assister aux obsèques. Hein, et il me dit, j'imagine pas, moi, pleurer parce qu'un de mes camarades, dans 30 ans, dans 40 ans, va mourir et que je ne puisse pas assister à ses obsèques. Donc, il y a les liens qui sont devenus un petit peu affectifs, un petit peu irrationnels. De multiples signes témoignant justement de relations qui ne correspondent pas aux caricatures qu'on nous vend d'habitude. Et des relations continuent. Moi, je suis allé à Alger il y a un an et demi, dans un congrès médical où on m'avait été invité. Et j'ai deux anecdotes d'une part. Donc j'ai passé une semaine là-bas avec mon épouse. Alger, ce n'est pas une ville où je connais beaucoup de monde, mais le téléphone arabe a fonctionné. Tous les plusieurs anciens de Sétif, qui m'avaient plus ou moins connu, ont tenu à me rencontrer. Et pendant 8 jours, je n'ai jamais mangé au restaurant. Hein, c'était extraordinaire, enfin, un accueil tout à fait surprenant. Ça m'a surpris parce que je ne m'y attendais pas. Alors, donc un témoignage ou des témoignages tout à fait intéressants sur ce que fut la réalité humaine de l'Algérie française, hein, donc dans cet ouvrage Français d'Algérie et Algériens avant 1962. Mais alors, vous nous proposez aussi un autre ouvrage, La dimension religieuse de la guerre d'Algérie, 1954-1962. Et là, vous touchez à un sujet évidemment brûlant, puisque on sait que l'Algérie, à partir des années 90, a été touchée par l'islamisme du Front islamique du Salut. Cela a débouché sur une guerre civile sanglante qui a duré plusieurs années. 10 ans. Tout ça s'inscrivant dans le mouvement général de réveil islamique que l'on observe depuis une 50aine d'années. Alors, à l'inverse, on avait souvent interprété la guerre d'Algérie comme une guerre d'émancipation nationale qui s'inscrivait dans tout le processus des décolonisations et avec un parti révolutionnaire, en l'occurrence le FLN, qui représentait une force nationaliste laïque en quelque sorte. La dimension religieuse, la dimension musulmane n'apparaissant pas clairement. Or, en fait, vous montrez que cette dimension-là, cette interprétation-là, il faut la prendre tout à fait au sérieux quand on revient dans le détail sur l'histoire de la période. La guerre d'Algérie, ce fut aussi une révolte musulmane, pas seulement une révolte nationale au sens précis du terme. Oui, je dirais même que ça a été un soulèvement arabo-islamiste. C'est ça, voilà. Bon, je dis ça parce que on parle souvent des Algériens ou des Maghrébins comme des Arabes. Ce ne sont pas des Arabes. Ethniquement, génétiquement, ce sont essentiellement des Berbères. Plusieurs études relativement récentes, depuis une quinzaine d'années, françaises, tunisiennes et même algériennes, ont montré que plus de 85% du phénotype, c'est-à-dire des gènes, des Algériens étaient berbères et que la part arabe était minime, de l'ordre de 10-12%. Enfin, donc voilà. Donc, mais ce sont des berbères qui ont été arabisés, comme c'est Ibn Khaldun, qui était
historien arabe qui disait ça, né en Espagne d'ailleurs. Voilà, donc, alors ce que je crois qu'il est important à dire, parce que c'est la leçon un petit peu que je tire de cette étude, c'est qu'il y a eu une magnifique opération métapolitique qui a été entreprise dès les années 30. Bon, c'est important les années 30, le mouvement des oulémas. parce qu'il y a eu d'une part la Première Guerre mondiale qui a entraîné le démantèlement de l'Empire ottoman, avec la fin du califat. Voilà, la fin du califat, l'arrivée évidemment de la désislamisation de la Turquie, etc. Et puis tout un tas de pays comme bien sûr le Liban, la Syrie, la Jordanie, même l'Albanie, etc., qui étaient sous la coupe des Ottomans. Qui ont eu un mandat de gestion par les autorités européennes, essentiellement françaises et anglaises. Donc, et il y a eu en quelque sorte, quelques années après, une tentative de réaction religieuse musulmane, avec d'une part... les frères musulmans en Égypte. Voilà, avec les frères musulmans qui ont été créés en 1928 en Égypte, par d'ailleurs les parents de la famille Ramadan, qui sont maintenant à Genève. Il y en a un qui est actuellement embastillé. D'une part. D'autre part, il y a eu le Congrès islamique mondial qui a été réuni à Genève à la fin des années 1930, début de l'année 1931, pas Genève, à Jérusalem, par le grand mufti de Jérusalem, qui ensuite a frayé avec Hitler, qui était un proche d'Hitler, on va dire. Mais il y a eu aussi... ce qu'on ne cite pas tellement, c'est aux États-Unis le Nation of Islam, la Nation of Islam Now, qui a été créée, qui a donné ensuite naissance aux Black Panthers. Donc voilà, donc était un mouvement aussi religieux, donc musulman. Et en Algérie, en 1930, s'est créée l'association des oulémas musulmans algériens, qui a été présidée immédiatement par Ben Badis. Et cette association, a fait, je résume parce que finalement, je ne peux pas en parler trop longuement, mais a réussi en une génération à former tous les cadres, ou quasiment tous les cadres du FLN, du Front de Libération Nationale, à tel point que les 18 et 22 membres du CRUA, du Comité pour la révolutionnaire pour l'unité et l'action, qui a été à l'origine du FLN en 1954, 18 des 22 membres étaient des gens issus de cette mouvance des oulémistes. Alors qu'on avait tendance à privilégier au contraire ce que représentait Messali Hadj et l'étoile nord-africaine, qui était un mouvement, lui, au contraire, de caractère nationaliste, plus laïque, présent surtout d'ailleurs en métropole d'ailleurs. Il faut mettre d'ailleurs, et là aussi j'apporte des éléments qui me permettent de mettre un peu plusieurs bémols à cette façon de voir les choses. D'une part, donc, effectivement, les islamologues de l'époque, il y a beaucoup d'islamologues autodésignés, même maintenant, avaient conseillé au gouvernement français d'autoriser la création de l'association des oulémas, en disant, ça va faire pendant, en quelque sorte, à l'étoile nord-africaine qui était dirigée par Messali Hadj. Mais l'étoile nord-africaine a été créée en 1926 par le Parti communiste. C'était une courroie du Parti communiste. Et donc elle avait encore une... comment dirais-je, un parfum d'athéisme. Mais un an plus tard, Messali a pris le pouvoir, est devenu le président de cette étoile nord-africaine, et petit à petit, il était quand même descendant des Zaouïas, c'est-à-dire des confréries. Des Zaouïas, les confréries. Son père travaillait dans une Zaouïa à la frontière marocaine, du côté de Tlemcen, et donc il était quand même religieux, mais c'était pas une religiosité importante, jusqu'au moment où il a rencontré Chekib Arslan, qui était un druze libanais qui avait été expulsé du Liban par la France, justement pour ses menées anti-françaises, il demandait l'indépendance, etc. Il s'était réfugié à Genève,
en Suisse. Et en 1935, Messali Hadj a rencontré pendant de longues semaines Chekib Aslan, qui menait un combat un petit peu à la fois, là où lui aussi, métapolitique, pour notamment en direction de l'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Algérie, demandant l'indépendance. Et il a en quelque sorte ranimé la flamme religieuse de Messali Hadj, qui a créé à ce moment-là, je résume parce qu'il y avait d'abord la nouvelle étoile nord-africaine qui a été aussi interdite, puis le Parti du peuple algérien, le PPA, qui a été ensuite, lui, interdit en 1939 pour son rapprochement, un peu avant le déclenchement de la guerre, avec l'Allemagne. Et Messali Hadj, il faut savoir que pour adhérer déjà au Parti du peuple algérien, il fallait porter serment sur le Coran. Donc le côté religieux était là, déjà présent. Et en 1936, il y a eu le congrès musulman à Alger. Donc avec toutes les forces politiques qui étaient présentes, enfin toutes les forces indépendantistes ou autonomistes qui étaient présentes. Et donc voilà. Et cette association des oulémas, qui a pris en quelque sorte en main tous les autonomistes ou indépendantistes, eh bien a créé des mosquées, des médersas, c'est-à-dire des écoles coraniques, des instituts coraniques, a donné des bourses aux étudiants de ces éléments, etc., à former en quelque sorte. Et elle a été aidée, et ça, je crois que personne n'en parle, enfin en tout cas, moi je n'ai pas réussi à en trouver, a été aidée financièrement par une association, c'est-à-dire de Jamiat al-Islam, la Société pour l'Islam, qui a été créée par un Pakistanais, au temps de la présence anglaise là-bas au Pakistan, enfin c'était encore l'Inde, mais qui s'est réfugié ensuite, qui est allé ensuite aux États-Unis et qui regroupait tous les musulmans importants, riches du monde entier, dans le but d'aider en quelque sorte l'émancipation des pays islamiques. Voilà. Et ce qui est important, c'est que le Maoudoudi, qui était le chef de cette société, a écrit un livre sur le problème économique, là, je traduis en anglais, c'était pas l'anglais, le problème économique et sa solution islamique. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce qu'il dit, très rapidement, l'usure, les intérêts ne sont pas autorisés dans la religion musulmane. Ça explique d'ailleurs en particulier pourquoi ce sont dans ces régions les juifs qui ont été chargés en quelque sorte de faire les banquiers. Donc, mais là, il justifie, dans ce livre, dans cette œuvre, il justifie l'intérêt à condition que cet intérêt, que l'argent qui revienne de cela, permette de produire le djihad. Et ce qui est assez remarquable, c'est que les associations djihadistes actuelles, comme Al-Qaïda par exemple, se revendiquent en quelque sorte d'Al-Maoudoudi. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui vient de loin. Et pendant la guerre, vous montrez bien que la référence à l'islam est très présente pour les combattants du FLN ou de manière plus générale pour les foules qu'ils parviennent à mobiliser. On le voit lors des massacres du Constantinois, par exemple, de 1955. Tout à fait. Donc je crois qu'il y a plusieurs dates. Je dirais il y a 3 dates qu'il faut noter là, pour cette guerre. La première, c'est le 1er novembre 1954, quand le FLN déclare la guerre, en quelque sorte, la Toussaint Rouge. Il faut savoir d'ailleurs que ce 1er novembre n'a pas été choisi par hasard. Le 1er novembre, dans le calendrier égérien, dans le calendrier musulman, le 1er novembre 1954, c'était le Mouloud, c'est-à-dire la fête de la naissance du prophète. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Les dates sont très importantes pour les musulmans et pour les islamistes, puisque le 20 août 1955, la deuxième date, eh bien, c'était le premier l'an de l'année égérienne 1351, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont exacts. Donc là aussi, c'était un début. Et il faut savoir que le 1er novembre, la déclaration du FLN, si personne ne l'a remarqué à ce moment-là, c'est qu'il dit qu'il veut rétablir l'Algérie dans son indépendance
et dans le cadre des principes islamistes. C'est écrit. Enfin, donc, déjà, dans le cadre des principes islamistes, ça dit bien ce que ça veut dire. Et puis le 20 août 55, c'est une date aussi importante. J'ai déjà dit donc elle a été choisie. La date n'a pas été choisie par hasard, mais c'est dans le nord constantinois, dans un triangle en gros qui va de Bonn, Annaba maintenant, à Constantine et à Didiel maintenant. Dans ce triangle qui fait à peu près 20 000 km², c'est la zone 2 du FLN, il avait séparé ça en zone 2, en plusieurs zones, en 6 zones en Algérie, etc. Donc elle était dirigée par Zerout Youssef, qui était lui un des élèves des oulémas en quelque sorte. C'était un islamiste convaincu. Et là, d'une part, à l'intérieur, là je montre parce que j'ai des témoignages qui le confirment, que la discipline était une discipline religieuse. On commençait une réunion par une prière qui était dirigée par un imam qui s'appelait Brahim Mezoudi, qui était un ouléma. On compensait les actions d'éclat, non pas par des médailles, mais par un Coran, qui était un Coran un petit peu particulier, un Moshaf, qui était un Coran à couverture en bois de cèdre sur lesquels sont écrits des versets coraniques. Ensuite, bien donc le jour, enfin je passe parce que les détails sont nombreux. Et parce que nous arrivons à la fin de notre émission, vous le voyez, voilà autant de pistes originales qu'intéressantes pour relire la guerre d'Algérie d'une manière un peu différente par rapport aux histoires officielles qui se sont imposées jusque-là. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Roger Vétillard, La dimension religieuse de la guerre d'Algérie, 1954-1962, donc aux éditions Atlantis. Merci Roger Vétillard. Merci.